Salut toi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est hyper important et qui est vecteur d'énormément de souffrance dans le monde du haut potentiel et surtout de la neurodiversité. C'est le fait de se sentir seul. Alors, on peut se sentir seul sans être seul. Ça, c'est quelque chose qu'a bien compris tous les anglophones parce qu'il y a deux mots pour dire seul en anglais. Il y a alone et lonely. Alone, ça veut dire être seul dans une pièce, être seul, tout seul, voilà, sans personne autour de soi. Et lonely, c'est le sentiment de solitude. On peut se sentir lonely quand on est autour de plein de gens. Et d'ailleurs, on peut se sentir seul aussi quand on est entouré de plein de gens. Et c'est un sentiment qui arrive beaucoup dans la neurodiversité parce que il y a peu de compréhension autour de tout ça. Alors c'est particulièrement vrai pour les hauts potentiels, parce que les hauts potentiels représentent une infime partie de la population. Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, le haut potentiel, c'est l'équivalent du surdoué, sauf qu'on n'utilise plus le terme surdoué depuis très longtemps, parce que on s'est rendu compte que les surdoués ne sont pas plus doués que la moyenne, ils ont juste une intelligence qui est différente, et du coup on dit haut potentiel parce qu'ils ont le potentiel de faire plein de grandes choses si jamais ils savent utiliser cette intelligence qui est différente que celle des autres. Le haut potentiel représente une infime partie de la population, moins de 2% à ce qu'on dit. Du coup, effectivement, il se sent seul parce que y a 98% de la population qui n'est pas comme lui, et c'est compliqué de se sentir entouré et compris quand on est différent de 98% de la population. Ça commence très tôt. Ça commence souvent dans le contexte familial, où le haut potentiel se sent très très seul. Il a des parents qui ne comprennent pas le fonctionnement de leur enfant, parce que c'est un enfant qui ne fonctionne pas normalement, de manière normale. De manière normale à l'école. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est un enfant qui, comme il est différent de 98% de la population, il a du mal à se faire des amis, puisque il réfléchit pas de la même manière, il n'a pas les mêmes centres d'intérêt, il n'a pas la même sensibilité, donc c'est compliqué de se faire des amis. Et du coup, dans la famille, c'est difficile de comprendre ça, de comprendre que c'est un enfant qui a des besoins qui sont différents de ceux des autres, que c'est un enfant qui a besoin de plus de démonstration d'affection, qui correspondent souvent pas à son âge. C'est genre des enfants de 7 ans qui demandent des câlins comme un enfant de 3 ans, quoi. Parce qu'il y a cette hypersensibilité qui est là et qui est installée. C'est un des symptômes du haut potentiel, l'hypersensibilité. Donc c'est des enfants qui, dans le contexte familial, se sentent seuls parce que les parents ne le comprennent pas, les frères et sœurs généralement ne le comprennent pas, c'est des enfants qui veulent pas trop jouer dehors mais qui préfèrent être à l'intérieur pour lire des livres, ce genre de choses. Ça, c'est très stéréotypé ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est un enfant qui a pas les mêmes centres d'intérêt que les autres. Et c'est ça qui commence à éveiller certains soupçons. Et comme l'enfant n'a pas le même centre d'intérêt que les autres enfants, il se sent seul parce qu'il ne peut pas partager tout ça. Donc c'est à raison qu'il se sent seul à ce moment-là. Ensuite, dans le contexte scolaire, bien évidemment, c'est un enfant qui se sent très seul. Pourquoi ? Parce que c'est difficile de se faire des amis, c'est difficile de se faire comprendre, mais aussi c'est difficile d'avoir des bonnes notes parce que quand l'enfant entre dans le système scolaire, lui, il a une intelligence en arborescence, et le système scolaire est fait pour les enfants ou les personnes qui ont une intelligence séquentielle. Une intelligence séquentielle, c'est une intelligence en palier, c'est-à-dire que, donc je le rappelle parce que si jamais il y a des gens qui viennent pour la première fois sur cette vidéo, c'est une intelligence en palier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord, par exemple, on apprend les chiffres. Quand on a appris les chiffres, on peut apprendre les additions, et ensuite les soustractions, ensuite les multiplications, et ensuite les divisions. Mais tant qu'on n'a pas appris les chiffres, on ne peut pas apprendre les multiplications. Ça, c'est l'intelligence séquentielle. Et du coup, quelqu'un qui a une intelligence séquentielle peut expliquer très facilement pourquoi est-ce que
il a trouvé la solution à un problème parce que il a appris séquentiellement à arriver à cette solution. Alors que quelqu'un qui a une intelligence en arborescence, c'est quelqu'un qui a plein de solutions dans tous les sens, a une constellation de connaissances, et un jour, toutes ces connaissances qui n'ont rien à voir ensemble se rejoignent en un seul tronc. C'est pour ça qu'on appelle ça une arborescence, c'est parce que y a toutes ces petites feuilles, toutes les unes à côté des autres, et au fur et à mesure, elles se rejoignent en un tronc. Ce qui fait que c'est des enfants qui apprennent à faire des phrases avant même d'apprendre à dire des mots ou des syllabes. Donc ils savent dire des phrases avant des mots et des syllabes. J'ai un ami qui a appris à coder avant de savoir parler, par exemple. Voilà, c'est des enfants qui ont des facilités dans plein de choses, mais qui n'ont pas de facilité dans le domaine social, ni dans le domaine scolaire. Et du coup, comme on leur demande d'expliquer des réponses que eux ils ont instantanément, c'est difficile pour eux d'évoluer dans le système scolaire parce qu'ils ont toutes les réponses sans avoir les explications autour. Et du coup, on a l'impression que c'est un enfant qui fonctionne à l'instinct, alors que c'est pas de l'instinct, c'est de l'arborescence et c'est compliqué. Et du coup, ce sentiment de solitude, à ce moment-là, il se consolide. Parce que déjà, l'enfant n'est pas compris dans sa famille, et il n'est pas compris non plus avec ses amis, et il est encore moins compris dans le système scolaire. Du coup, il n'arrive pas à s'en sortir, et c'est là que le sentiment de rejet commence à se mettre en place, et surtout le sentiment de marginalisation. Donc c'est difficile à ce moment-là. Ensuite, quand le surdoué arrive dans le contexte du travail, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Un HP, c'est une personne qui a un sens de l'éthique qui est très haut. Et sortir de cette éthique, ça lui occasionne énormément de douleur. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui, cette douleur. C'est difficile parce que si il n'arrive pas à comment dire, s'il est obligé de faire quelque chose à l'encontre de son éthique, ça occasionne ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre son comportement et son attitude à l'intérieur. C'est très difficile de faire face à une dissonance cognitive. Donc, dans le monde du travail, il y a énormément de dissonance cognitive. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué au téléphone que son premier jour de travail, on lui avait dit, voilà, je sais que ce que tu vas faire pendant ton travail à ton poste, c'est contre-productif, mais c'est ce qu'on te demande et c'est pour ça qu'on va te payer. Donc ton travail n'a aucun sens, mais il faut que tu le fasses quand même. Il faut que tu le fasses bien. Impossible pour un surdoué. Impossible. Et cette personne a fini en burn-out et a changé de métier carrément, de branche de métier parce que il n'en pouvait plus quoi. Donc c'est vraiment très très dur, voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer au-delà de ce sentiment de solitude qui est là, qui est toujours présent et qui est présent à raison, hein. Les HP n'ont pas tort de se sentir seuls. La plupart du temps ils le sont, ils sont pas compris. Et c'est difficile de changer cet état d'esprit qui est là et qui est ancré, et les différentes situations de leur vie ont renforcé ce sentiment de solitude. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir ? Eh bien, il y a une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive et qui est une branche qui fait que, eh bien, on essaye de mettre en place des schémas où on pense positif. Par exemple, il y a un exercice de psychologie positive qui s'appelle 5 choses positives par jour, où on demande aux gens pendant 20 semaines, il me semble, 10 semaines plutôt, oui, 10 semaines de... 10 semaines de
de donner 5 choses positives qui se sont passées dans leur journée. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux gens de voir que, quelle que soit la journée qu'ils ont passée, ils peuvent toujours trouver du positif dedans. C'est une sorte de rééducation du cerveau comme ça, où on se rééduque à trouver des choses positives. Et au début c'est très dur, et au début on trouve pas. Puis c'est très, très dur en plus pour un HP de se concentrer sur cette tâche-là qui est très longue et de s'y accrocher. Parce que un HP laisse tomber très vite ses projets, parce qu'il s'accroche au sentiment de motivation. Au début, il y a cette stimulation intellectuelle qui fait que c'est nouveau et du coup il met toute sa motivation dans ce projet. Puis dès que la motivation s'en va, et ben, il n'arrive pas à s'accrocher. Et du coup, c'est là que le thérapeute doit être présent dans cette espèce de thérapie pour être là et demander aux gens de s'accrocher de plus en plus et de mieux en mieux jusqu'à ce que les 10 semaines soient passées et que le cerveau soit complètement rééduqué à trouver des choses positives. Pour suivre une thérapie de psychologie positive, il faut trouver une personne qui est formée à la psychologie positive, enfin au moins qui la connaît très bien et qui connaît les thérapies basées sur la psychologie positive, mais également quelqu'un qui qui est formé à la prise en charge de la douance intellectuelle. Pourquoi c'est important? C'est important pour garder ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est quoi? C'est le fait de bien s'entendre avec son thérapeute pour qu'il y ait plus de confiance. Et à partir du moment où on fait confiance en son thérapeute, on l'écoute plus et on met plus en place les solutions qu'il nous propose. Et en tant que thérapeute, quand il y a une alliance thérapeutique qui se met en place avec son patient, et ben plus le patient nous écoute et met en place les solutions qu'on lui propose, et plus on a tendance à être bienveillant avec lui, et du coup c'est un cercle vertueux. S'il n'y a pas d'alliance thérapeutique avec le thérapeute qui vous suit, si vous ne faites pas confiance à ce thérapeute, vous avez moins de chances d'avoir de bons résultats avec cette thérapie, quelle que soit la thérapie. Même si c'est un médecin généraliste qui vous donne un Doliprane, s'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, vous avez moins de chances que la thérapie elle aboutisse, quoi. Donc c'est hyper important de trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Si c'est quelque chose dont vous avez envie de parler et voilà, qui vous pose problème, ce sentiment de solitude, il y a un lien Calendly dans la description de cette vidéo qui permet de booker un appel avec moi pour qu'on parle ensemble. C'est un appel qui est gratuit, pour qu'on parle ensemble de ça et de ces problématiques et pour voir si moi je peux t'aider dans cette problématique, dans la problématique que tu vis en ce moment. Et moi ça me permet de voir si toi tu es prêt à être aidé et à être accompagné dans ce changement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle a été instructive et que au moins elle a pu te soulager dans ce sentiment de solitude qui est très difficile à vivre. Si t'as des questions, pose-les en commentaire et j'y répondrai au mieux. Et puis je pense que c'est tout. Allez, à demain, bisous.